Coucou les voyageurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo consacrée à Tokyo Disney-Sea au Japon. J'avais déjà fait une petite vidéo sur ce même thème que vous pourrez retrouver ici. C'était plutôt un vlog, une sorte de vlog documentaire. Ici, ça va être plutôt une vidéo consacrée aux astuces. Je vais revenir sur ce parc, je vais vous donner des conseils, on va voir les différentes attractions à ne pas rater. Bref, c'est une vidéo pour vous aider à planifier votre journée. Dans cette vidéo, je vais mettre que très peu d'images parce que je vais vous laisser un maximum de surprises. C'est un petit peu la différence entre mes deux vidéos. Dans la première, vous pourrez vraiment voir toutes les attractions et voyager avec moi. Dans celle-ci, je vais vous laisser un maximum de surprises. L'idée, c'est vraiment de planifier votre journée sans vous spoiler de choses. Voilà, si vous êtes prêts, c'est parti, je lance la vidéo. C'est parti! Alors Tokyo Disney-Sea, c'est quoi? Tokyo Disney-Sea, c'est un parc qui fait partie du complexe Disney au Japon. Donc au Japon, il y a deux parcs. Vous avez le Disneyland et le Tokyo Disney-Sea. Donc nous, cette vidéo, nous ne parlerons que du Tokyo Disney-Sea. C'est un parc qui est unique dans le monde, c'est-à-dire qu'il n'existe nulle part ailleurs dans le monde par rapport à tous les autres parcs que vous voyez. Celui-là, vraiment, il n'existe que au Japon. Il est considéré par beaucoup, par moi également, comme l'un des plus beaux parcs d'attractions du monde, et c'est la vérité qu'il est magnifique, avec des zones uniques qu'on ne voit du coup nulle part ailleurs, des zones consacrées à Jules Verne, enfin on verra tout ça dans la suite de ma vidéo, mais en tout cas vous verrez que c'est vraiment un parc particulier, qui a vraiment une ambiance particulière. Vous verrez aussi des personnages que vous n'avez pas l'habitude de voir dans les autres parcs Disney. Je pense par exemple à Duffy, le petit doudou de Mickey. D'ailleurs pour l'anecdote, il a la forme de Mickey sur son visage. Donc c'est une petite mascotte, la petite mascotte japonaise, que vous retrouverez énormément dans les boutiques. Les Japonais se l'arrachent, vous pouvez la customiser, c'est une petite peluche que vous pouvez customiser, et les Japonais adorent la prendre en photo un petit peu de partout dans le parc. Donc voilà, c'est le genre de petites choses que vous ne trouverez nulle part ailleurs, que vous trouverez vraiment que dans les parcs japonais. Alors si vous n'avez pas choisi de prendre un hôtel Disney, vous pourrez arriver sans problème à Tokyo Disney-Sea en prenant le métro. Et une fois arrivé à la station, vous verrez qu'il y a la Disney Resort Line qui est gratuit et qui vous conduira jusqu'au parc. Donc il fait une petite boucle comme ça et il vous conduit jusqu'au parc. Je mettrai quelques images pour le coup pour vous montrer à quoi ça ressemble. Alors très important parce que moi pour le coup je me suis fait avoir, il fait une boucle. Ce qui fait qu'il ne fait pas le même nombre d'arrêts à l'aller que quand vous allez repartir au retour. Donc nous, on s'était trompé, ce qui fait qu'au retour, on a dû refaire une boucle complète, parce qu'on n'avait pas compris qu'il fallait sortir à l'endroit où on est sorti. Donc ça, c'est vraiment le premier petit conseil que je vous donnerai. Faites bien attention. À l'aller, je crois qu'il fait 2 arrêts, mais au retour, c'est au premier qu'il faut descendre. Je crois que c'est ça, je ne vais pas dire de bêtises. Dans mes souvenirs, en tout cas, c'était ça. Donc faites bien attention, ne faites pas comme moi le tour de la boucle, surtout quand il est tard le soir. Si vous n'avez pas d'hôtel Disney, un deuxième petit conseil que je vais vous donner, c'est d'acheter bien vos places de métro et de prévoir à l'avance. Parce que quand vous allez arriver le soir, si vous avez fini le spectacle et que vous voulez reprendre le métro, vous verrez qu'il y a un monde et une queue pour prendre des places de métro, c'est la folie. Donc je me suis fait avoir forcément et nous avons bien dû faire une demi-heure de queue pour réussir à avoir une place de métro et pour pouvoir repartir. Donc ça, pensez bien à prévoir le coup. Alors il faut savoir que les Japonais ont l'habitude de faire la queue et qu'il y a souvent énormément de monde dans leur parc d'attractions. Donc pour connaître la meilleure période, je vous invite un petit peu, comme on le fait à chaque fois, d'aller voir les crowd calendars. Donc vous en avez qui sont disponibles en japonais. Vous aurez sur internet en tapant sur Google des traductions, après vous verrez, c'est assez facile en fin de compte de les comprendre. Et je vous invite vraiment à les regarder avant de partir et avant de choisir votre date. Ça peut vraiment changer les choses et changer votre expérience à Tokyo Disney-Sea. Moi j'y suis allée à une période qui était censée être relativement creuse puisque j'y suis allée fin juin. Et pourtant, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de monde et beaucoup de queues. On m'a dit que non, en effet, il n'y avait pas grand monde ce jour-là, mais moi j'ai trouvé que c'était un petit peu la folie. Et pourtant, j'ai vraiment évité les périodes scolaires là-bas. Donc je sais que par exemple là-bas, je crois que c'est mi-juillet et fin août. Donc moi j'y suis allée fin juin en me disant, bon, les enfants sont encore à l'école, les Japonais sont encore à l'école, ça va être bon. Mais voilà, comme quoi, il faut quand même faire très attention, surtout que je rappelle que les fêtes japonaises ne sont pas forcément les mêmes que les fêtes françaises pour les périodes scolaires. Par exemple, vous avez la Golden Week, je crois que c'est début mai, à éviter, mais il y a d'autres périodes comme ça, donc je vous invite vraiment à regarder les crowd calendars avant de partir et être sûr de bien planifier votre journée, ça changera vraiment votre expérience. Au niveau de la météo, ça dépend forcément de la période où vous allez au Japon. Pour ceux qui ne savent pas trop, je fais un petit résumé rapide. Donc l'été au Japon, il fait très chaud.
Voilà, pourtant j'habite sur la Côte d'Azur, donc je suis habituée à la chaleur, mais là ce n'est pas que de la chaleur. Il fait chaud, il fait moite. C'est pas forcément évident de faire des parcs d'attractions quand il fait chaud et moite, mais bon, ça se fait. Moi je l'ai fait, donc ça se fait. Après, vous avez des hivers qui sont plutôt froids, hein. On dépasse rarement 5 degrés l'hiver, donc si vous le faites l'hiver, ce sera pas non plus la même expérience. Les meilleures périodes restent avril et automne. Encore faut-il, comme je l'ai dit tout à l'heure, se méfier, puisque dans ces périodes-là, il y a des zones qui sont très touristiques et vous risquez d'avoir beaucoup de monde. Donc comme je l'ai dit plus tôt, il y a beaucoup de queues et ce dès l'ouverture du parc. En tout cas, on était allé assez tôt en se disant on va faire comme dans les autres parcs, on va foncer dès l'ouverture, mais il y a quand même énormément de monde même à l'ouverture. Donc vous avez le Disney Premier Access qui est payant et qui vous permettra de faire certaines attractions populaires moyennant paiement. Donc c'est entre 2000 et 1500 yens en fonction de l'attraction. Je vais être franc avec vous, moi j'y suis restée qu'une seule journée et donc je l'ai pris pour certaines attractions que je voulais absolument faire. Parce qu'une journée, honnêtement, c'était trop court pour tout faire, c'était impossible. Tokyo Disney Sea en une journée, ou alors je sais pas comment font les gens, mais en tout cas moi je n'ai pas réussi à tout faire en une journée et j'étais obligée de prendre ces passes parce qu'il y a vraiment des attractions qui étaient prioritaires pour moi. Donc je pense que si vous y restez 2 jours, ce ne sera pas obligatoire. Si vous faites comme moi une journée, malheureusement il va peut-être falloir payer, donc c'est par attraction, je le rappelle. Au moment où je vous parle, il y a le pass 40e anniversaire qui marche encore, mais malheureusement ça devrait s'arrêter, donc je vais pas trop en parler parce que je pense que ça va plus être d'actualité quand je vais sortir ma vidéo. Donc voilà, donc en tout cas le Disney Premier Access devrait être encore d'actualité, donc je pense que c'est ça qu'il va falloir utiliser s'il y a des attractions que vous voulez vraiment faire et que vous n'avez plus le temps. Autre chose à savoir, il y a certains shows qu'on peut participer que grâce à des tirages au sort, donc je vais mettre une petite vidéo pour vous montrer, donc moi j'ai pas été tirée au sort, mais je vais vous montrer comment est-ce que j'ai fait parce que je l'avais expliqué. Je l'ai fait en direct sur mon téléphone. Je vous passe vite fait la petite vidéo. Donc en fait, les spectacles ici, c'est à la loterie. Donc t'appuies ici. Celui-là on a foiré, je veux dire. Celui-là on n'a pas réussi, on n'est pas bon, on a foiré. Et l'autre, alors on peut. On fait une request et alors, est-ce qu'on a gagné la loterie ou pas? Perdu la loterie. C'est ça, hein? Ouais, c'est perdu. Voilà, on a perdu. Alors le spectacle du soir, moi quand j'y suis allée, c'était Believe Sea of Dreams. C'était un spectacle qui était fabuleux, vraiment. Si vous passez votre journée à Tokyo Disney Sea, prenez le temps de faire le spectacle le soir. Donc il faut savoir que les Japonais, ils aiment attendre très tôt pour avoir de bonnes places pour le spectacle. 2 heures avant, il y avait déjà plein de personnes qui attendaient. Les Japonais sont très équipés, ils ont tous un petit tapis sur le sol, ils sont tous bien prévenants et bien installés de partout. Donc on a fait comme les Japonais, on s'est dit on va se mettre par terre, on va se prendre un petit hot dog, un petit pique-nique et puis on va attendre tranquillement le spectacle. D'ailleurs le coût du hot dog, je vous le conseille, c'est vraiment pas cher et puis c'était assez sympathique. Mais en fait, on a été super déçus parce qu'arrivé au moment du show, on nous a demandé de rester assis pour que les gens derrière voient. Et en fait, on avait une jolie barrière devant nous. Je vous mettrai quelques images, mais c'est vrai que ça a été une grosse frustration parce qu'attendre 2 heures pour avoir une barrière devant soi, c'était pas top. Alors pour moi encore ça va parce que je me suis un peu reculée, je suis un peu grande, mais pour les enfants il y avait vraiment la barrière, c'était vraiment pas très agréable. Donc renseignez-vous bien sur les places à prendre parce que j'ai regretté au final, plutôt que d'être assis là où on était, il aurait mieux valu être debout ou légèrement derrière. Donc voilà, donc regardez bien et choisissez bien votre place, je mettrai quelques images, ça peut peut-être vous aider. Le parc et les attractions. Donc le land est divisé en 8 zones thématiques. Je vais les lire, je les connais pas par cœur. Méditerranéa d'Arbor, American Waterfront, Lost River Delta, Port Discovery, Mermaid Lagoon, American Coast, Mysterious Iceland et Fantasy Springs, la nouvelle zone. Toutes les zones sont incroyables et tout est à faire, donc ne faites la passe sur rien du tout. Vraiment, rien que pour se balader dedans, vous verrez, les décors sont incroyables. Je vais démarrer par ma zone préférée. Ouais, je vais démarrer par ma zone préférée. Je vais démarrer par Mysterious Iceland. Alors Mysterious Iceland, elle est située vraiment au centre du parc. C'est une zone que vous allez traverser peut-être plusieurs fois dans la journée. C'est une zone qui est inspirée de l'univers de Jules Verne. Vous y trouverez 2 grosses attractions, 20 milieux sous les mers et Voyage au centre de la Terre. L'attraction la plus populaire, c'est Voyage au centre de la Terre. Elle a de la queue toute la journée, ça ne se déremplit pas. Donc honnêtement, allez-y peut-être dès le matin, c'est peut-être un bon plan. Ou alors n'hésitez pas à prendre des passes pour la faire, même si ça va être un petit peu coûteux. Ou alors faites la queue tout simplement. Mais en tout cas, c'est une attraction à faire, c'est vraiment l'attraction clé. Elle est située sur le volcan, le petit volcan qui crache du feu là. C'est vraiment une attraction phare, c'est vraiment un petit peu l'icône et l'emblème de ce parc. Donc faites-la, très belle attraction.
Vous avez une autre attraction, 20 milieux sous les mers, vous montrez à bord de petits sous-marins qui ressemblent un petit peu au Nautilus et vous découvrirez un petit peuple marin sous l'eau. Attraction très mignonne, peut-être un peu plus pour les plus jeunes, mais moi j'ai vraiment adoré l'ambiance générale. D'ailleurs c'est une attraction qui pour le coup a un peu moins de queue, ce qui m'a permis de la faire 2 fois dans la journée et j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Vous avez également un restaurant, le restaurant s'appelle le Vulcania, qui sert de la nourriture asiatique. Je vous mets quelques images comme là-bas au Japon, ils proposent toujours les plats en plastique devant la vitrine. Je les ai filmés en passant, donc je vous mets un petit peu les petits plats proposés. Moi, mes enfants avaient plutôt envie de pizza, donc on ne s'est pas arrêté à ce restaurant. On passe sur la zone suivante, donc Mermaid Lagoon. C'est une zone dédiée au monde marin. Elle est divisée en 2 parties. Une partie extérieure avec un petit rail un petit peu plus pour les enfants qui s'appelle Floaters Flying Fish, un petit roller coaster, voilà, je vous mets 2-3 images, c'est très mignon, très sympa. Et vous avez donc une zone intérieure qui est climatisée, ça fait vraiment du bien avec cette chaleur en pleine journée, une petite pause à l'intérieur, ça détend. Alors à l'intérieur il n'y a pas de très grosses attractions, il y a plutôt plein de petites attractions, peut-être un peu plus réservées aux plus jeunes, mais c'est vraiment magnifique. Je mets quelques images sans vraiment vous spoiler, mais vous allez voir, c'est vraiment très beau. Nous on a pris le parti pris de manger sur place, on a mangé au Sebastian Calypso Kitchen. Donc ils proposent des pizzas, c'était tout à fait correct et puis ça permet de manger dans cette ambiance et au frais et nous ça nous a fait vraiment du bien, on avait une chaleur dehors impressionnante et cette petite pause était bien le bienvenu. Alors on va parler maintenant de la zone Lost River Delta. Alors c'est une zone dédiée à l'exploration avec des temples mayas, des temples aztèques, le côté un peu Indiana Jones de partout. D'ailleurs vous trouverez 2 grosses attractions, Indiana Jones Aventure, Temple of the Crystal Skull. Je suis désolée pour mon accent, c'est une des attractions phares que j'ai également faites en Californie et que je vous conseille. Donc vous montez à bord de véhicules tout-terrain pour explorer un temple mystérieux. L'histoire est centrée sur Indiana Jones qui cherche à empêcher la malédiction du crâne de cristal. Voilà, les décors sont impressionnants, les effets spéciaux sublimes. Allez-y. Vous avez aussi Raging Spirit, un petit roller coaster à haute vitesse dans les ruines. Très sympa si vous aimez les sensations fortes, donc également à faire. Dans cette zone, vous avez aussi de nombreuses rencontres avec les personnages. C'est quelque chose que je n'ai pas fait, tout simplement par manque de temps et puis par la file d'attente qui était vraiment longue à chaque fois. Et puis, vous avez plusieurs restaurants. Si vous souhaitez manger mexicain, c'est l'occasion, c'est ici qu'il va falloir se rendre. Passons à la zone suivante. Mediterranean Harbor, c'est la zone d'entrée quand on rentre dans le parc. On reconnaîtra un petit peu près de chez nous l'ambiance vénitienne, l'ambiance méditerranéenne. Alors c'est ici dans cette zone que vous pourrez faire un petit tour en gondole, je vous conseille de le faire, c'est vraiment très rigolo de faire un petit tour en gondole au Japon, c'est la dernière chose à laquelle on s'attend, mais c'était très sympathique et ça vous permet de bien profiter des décors de cette zone. Vous pouvez également manger, parce qu'il y a une multitude de restaurants, alors je vais être franche, je ne les ai pas tous testés, mais je suppose que vous pouvez manger italien. C'est dans cette zone que vous pourrez visiter la forteresse Exploration, c'est la forteresse qui est au centre du parc. C'est très beau, prenez le temps de la visiter à l'intérieur, donc les enfants étaient heureux, ils ont piloté des petits bateaux, enfin il y a vraiment pas mal d'activités, c'est plus de la visite, hein, on est bien d'accord, c'est pas une attraction en soi, mais c'est très beau et je vous conseille vraiment de le faire. Vous avez une attraction qui est clé, c'est Soarin' Fantastic Flight. Alors elle a toujours énormément de queue cette attraction, c'est marrant parce que autant en Floride elle se dépeuple je trouve, autant à Tokyo vous aurez vraiment beaucoup de monde pour cette attraction. C'est une attraction qui est populaire, que j'aime bien, après je trouve que la queue est un petit peu surdimensionnée vu l'attraction, ça reste mon point de vue personnel, donc s'il n'y a pas trop de monde, bien sûr faites-la. S'il y a énormément de monde, bon bah c'est un écran en 3D, vous allez survoler, c'est joli hein, honnêtement, j'ai rien à dire dessus, mais je trouve toujours que la queue est vraiment trop grande pour cette attraction, mais ça reste mon point de vue personnel. Dans la journée, vous aurez un petit show qui va se passer sur le lac, alors pour le coup, moi je trouve que ça sert absolument à rien d'attendre, on a vraiment perdu du temps à attendre et regarder le show, c'était juste un bateau avec 2 personnages dessus et il ne s'est rien passé, il y avait une petite musique. Bon, vous me direz, les gens avaient l'air à fond, donc j'ai envie de vous dire, c'est que ça devait quand même être intéressant, mais nous, vraiment, on n'a pas compris, on est vraiment passé à côté du show. Nous allons passer à la zone suivante, donc Port Discovery, donc là ce sera plus sur les recherches océaniques, c'est un monde un petit peu aquatique, futuriste. Comparé à Tomorrowland, cette zone est vraiment centrée sur l'exploration des océans. Donc une zone futuriste sur le thème de l'océan, je simplifie, mais en gros c'est ça. Vous avez 2 grosses attractions, vous avez Aquatopia. Aquatopia c'est une attraction qui mouille. Alors c'est une attraction qui mouille, forcément je conseille de la faire quand il fait très chaud l'été, ça faisait tellement du bien, c'était tellement agréable. Il y a une autre petite attraction qui est sympathique, c'est Nemo Friends Sea Rider, donc c'est un petit film en 3D où on retrouve Nemo et tous leurs amis, très sympathique pour les enfants. Bon, adultes, ça reste un petit film en 3D, à vous de voir si vous voulez le faire ou pas. Je passe à la zone suivante.
American Waterfront, c'est une zone évoquant l'ambiance et l'architecture des villes portuaires américaines. Donc vous avez deux grosses attractions à ne pas manquer. La Tour de la Terreur. Chez nous, c'est une institution, la Tour de la Terreur, on l'a fait de partout. Ma fille adore et on a tendance à la faire un petit peu dans tous les parcs. Celle-ci ressemble beaucoup à celle qu'on a. Elle a rien de très nouveau. Après, ça reste toujours un plaisir pour ceux qui aiment cette attraction. Et puis vous avez une autre attraction qui est Toy Story Mania. Donc Toy Story Mania, c'est une attraction qui existe en Floride, c'est une attraction qui existe en Californie, une attraction qui n'existe pas en France. C'est bien dommage, c'est une attraction qui est très sympa. Donc Toy Story Mania, il y a toujours beaucoup de monde aussi, faites attention. Ça ressemble un petit peu à l'attraction Buzz l'éclair, vous voyez, vous tirez comme ça. La seule différence, c'est qu'on tire pas sur des cibles, on tire sur des petits films en 3D, on va dire. Donc c'est la version un petit peu Woody de l'attraction Buzz l'éclair. Je sais pas si c'est très français ce que je dis, mais en tout cas, c'est une petite attraction sympa en famille avec des petits records à battre. C'est également dans cette zone qu'il y a des spectacles que je n'ai pas pu faire parce que je n'ai pas été tirée au sort. J'espère que vous aurez plus de chance que moi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez fait ces spectacles. Alors à American Waterfront, il y a un restaurant qui est très sympa, le SS Columbia Dining Room. C'est un restaurant élégant situé sur un paquebot de luxe qui offre une cuisine raffinée. Et ce qui est sympa, c'est qu'en fait là-bas, les restaurants sont pas hyper chers par rapport à d'autres parties du monde et que pour 40 €, vous allez pouvoir manger un petit plat un petit peu gastronomique. C'est un restaurant que j'avais vraiment envie de faire mais qu'on n'a pas eu le temps de faire dans la journée. Alors il faut savoir qu'au Japon, c'est pas nécessaire de réserver vos restaurants. Vous pouvez le faire, ça vous évitera d'attendre, mais c'est pas une obligation. Donc si vous voulez, vous vous apercevez que vous avez du temps dans la journée et que vous voulez le faire, n'hésitez pas, allez-y. Et puis à mon avis, il y aura pas trop de soucis. American Con, c'est une zone qui traite un peu des contes des mille et une nuits, de l'univers d'Aladin. C'est une zone qui est encore très belle, mais je me répète, mais Tokyo Disney Sea, c'est un parc avec des décors impressionnants, donc forcément toutes les zones sont très belles. Vous aurez dans cette zone plusieurs attractions, le Sinbad Storybook Voyage, une petite croisière toute douce, un petit peu un côté Small World, mais avec le côté Sinbad et exploration marine en plus. C'est des personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir à Disney, c'est très beau, c'est excellent pour des enfants, c'est une attraction qu'on a fait plusieurs fois parce que ma fille adorait, il y a rarement de la queue, donc autant en profiter, en plus c'est au frais, donc c'est une salle climatisée, donc forcément c'est au frais. Donc c'est une petite attraction qu'on a fait 2-3 fois je crois dans la journée, et ça nous a fait du bien, ça faisait une petite pause et ça rendait heureux les petits pitchouns. Vous avez le Caravan Carousel, c'est un petit carrousel comme son nom l'indique. Vous avez le Jasmine Flying Carousel, donc une attraction où on peut monter sur des petits tapis volants. Je pense que c'est pas une attraction clé et phare pour moi. Et puis vous avez un petit spectacle, le The Magic Lamp Theater, qui est un petit spectacle qui combine et la 3D et la magie. C'était très sympa, très rigolo. Le fait de ne pas parler japonais n'est pas du tout un handicap, hein. On voit bien ce qui se passe, donc il n'y a pas de souci, c'est assez visuel. Donc les enfants ont bien aimé, donc je conseille. Vous avez une toute dernière zone, et pas des moindres, puisque c'est la toute dernière zone qui vient de sortir de terre, Fantasy Springs. Alors je vais être franche avec vous, je ne l'ai pas fait, malheureusement, j'aurais tellement aimé, et d'ailleurs je compte retourner dans le parc juste pour cette zone tellement elle est fabuleuse des images que j'ai vues. Je vais quand même vous en parler un petit peu. Il faut savoir que c'est l'extension qui a coûté le plus cher dans l'histoire des parcs. Elle a coûté 2,3 milliards $. C'est énorme. Et vu les visuels que j'ai vus, je comprends pourquoi. Vous aurez donc 4 attractions, 4 points de restauration, une boutique et un hôtel disposant de 475 chambres et de 3 points de restauration. Donc la prochaine fois que je vais là-bas, je loge à l'hôtel, c'est sûr. Au niveau des attractions, vous avez Anna et Elsa Frozen Journey. Moi j'ai fait en Floride l'attraction Frozen Ever After. Je trouve que là, les images que j'ai vues, c'est encore 100 fois plus beau que cette attraction que j'avais déjà adorée. C'est pas la même chose, c'est pas la même attraction, donc vraiment, allez-y, profitez-en, parce que je ne sais pas laquelle ils vont nous faire à Paris. J'espère qu'ils vont nous faire la version japonaise, mais je ne crois pas. Donc vraiment, allez-y. Vous avez aussi l'attraction Rapunzel Lantern Festival. C'est de la même trempe que celle d'avant, c'est tout aussi beau. Je sais même pas si c'est pas plus beau encore. Quand j'ai vu les images, j'ai dit mais... Vraiment, il passe un niveau au-dessus. Vraiment, allez-y. Et puis, vous avez une dernière attraction, Peter Pan Neverland Adventure. Donc là, c'est plus une attraction avec des lunettes en 3D. Bon, je suis toujours un peu moins fan des lunettes en 3D, mais c'est pareil, ça a l'air incroyable. Et vous avez la dernière petite attraction avec la fée Clochette. En tout cas, vous l'aurez compris, je rêve d'aller dans cette zone. Cette zone a l'air fabuleuse. C'est bien, en fin de compte, j'y suis pas allée comme ça. J'aurais pas du tout l'envie de vous montrer cette zone. Et c'est peut-être pas plus mal parce que cette zone est incroyable et ce sera certainement votre priorité quand vous irez au parc. Je vous mettrai des liens vers mes autres vidéos qui parlent également de ce parc, n'hésitez pas à les regarder et puis on se retrouve très vite. Bisous les voyageurs, à bientôt!